Bon, nous allons reprendre. Là, nous allons faire la troisième partie donc sur les catastrophes climatiques, détérioration de la santé humaine. Je vais commencer par Monsieur Anglaret, qui est médecin-chercheur, directeur de l'équipe maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées au centre INSERM 1219 à l'université de Bordeaux. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Je vais répondre à deux sous-questions dans cette présentation. Comment le milieu de la recherche en santé apprécie-t-il les menaces liées au réchauffement climatique et comment il apprécie l'urgence à modifier ses pratiques? Donc nous sommes partis de ce rapport de l'OMS en 2009 dans lequel il y avait une figure qu'on a un peu remis en forme nous-mêmes mais qui ressemblait à ça et qui nous paraissait assez bien, un assez bon point de départ pour décrire ce qui nous attendait. La figure, elle nous dit, on part de grands choix de société, ensuite on passe à l'énergie qui est utilisée pour le faire, et en particulier le mix énergétique. On a des aéropolluants qui sortent de là, dont une partie, en particulier les 4 du haut, sont des gaz à effet de serre. Donc on a donc le réchauffement climatique, la température, l'humidité, tout ce que vous connaissez, sur l'eau, sur la fonte des glaciers, le niveau des mers, les grands fleuves qui s'assèchent, etc., les conséquences sur les écosystèmes, l'agriculture, la désertification, la déforestation, et les conséquences sur les humains eux-mêmes, essentiellement en termes de déplacés pour des causes diverses et avec tout ce que ça peut comporter de conflits. Et tout ça, en fait, ça mène à des groupes de maladies qu'on a déjà pas mal passé en revue tout à l'heure et qui viennent d'un certain nombre de ces déterminants. Donc, les maladies respiratoires, c'est un premier groupe. Un deuxième groupe, c'est les maladies liées à la chaleur. Un troisième, tout ce qui sera du domaine de la malnutrition. Un quatrième, c'est la violence, avec tous les événements climatiques extrêmes, mais aussi les déplacés, les conflits, donc les morts violentes. Cinquième, la santé mentale, on aurait pu presque tout entourer en rouge pour dire que ça risque de retentir quelque part sur le psychisme. Et la sixième, c'est les maladies infectieuses, avec les maladies à vecteurs, les déplacés. On voit bien les groupes de maladies auxquels il faut s'intéresser en matière de réchauffement. On voit bien aussi l'intrication de leurs déterminants et la difficulté qu'il va y avoir pour le monde scientifique à les rattacher directement au réchauffement climatique. C'est important de comprendre qu'il va falloir, au milieu de la recherche, des années, peut-être des dizaines d'années, pour bien amener la preuve scientifique que des choses sont liées au réchauffement climatique, même si on en a les prémices et qu'actuellement on le modélise. Donc le niveau de preuve de la modélisation n'est pas forcément extrêmement élevé. Et il va se passer dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire qu'on se trompe dans la modélisation, mais il va se passer dans ce domaine-là la même chose qui s'est passée dans la fonte des glaciers, par exemple, où il y a quelques dizaines d'années, le milieu scientifique lui-même était très prudent. Et c'est au moment où ça commence à se passer, ça devient très apparent, qu'on a la preuve formelle, mais à ce moment-là, il est trop tard. Donc on est vraiment dans la nécessité de prévenir. Donc les maladies infectieuses, on en a parlé tout à l'heure, les maladies à vecteurs, maladies liées à l'eau et à la nourriture, dans laquelle l'eau elle-même en fait est un vecteur qui transporte des germes ou qui accueille des hôtes, comme par exemple bilharziose ou toutes les maladies que vous voyez sur la dernière ligne ici. Donc l'équivalent de ce que je viens de dire sur les maladies infectieuses, ça a été dit par Emmanuel Drouet tout à l'heure, c'est que sur toutes les maladies que vous voyez là sont toutes peu ou prou liées à la chaleur et à l'humidité, pas forcément de façon linéaire, et elles sont liées aussi à tout un tas d'autres phénomènes qui ne sont pas le réchauffement, mais qui sont la mondialisation. Donc, on l'a dit, le moustique tigre qui fait du bateau-stop, qui fait de l'autostop, qui est arrivé en Italie, puis en France par des bateaux sur des chargements de pneus, qui est passé de l'Italie en France par plusieurs endroits, y compris par le tunnel de Fréjus, et donc en suivant les axes autoroutiers, etc. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont liés, qui aggravent ce qu'on connaît sur le réchauffement, mais qui ne sont pas le réchauffement. Ou autre exemple, le paludisme. Actuellement, on a depuis une centaine d'années une diminution de la zone à risque du paludisme, mais on l'a dit tout à l'heure, le paludisme est aussi monté en altitude à cause du réchauffement climatique, ça c'est très probable. Et pour l'instant, on réfléchit dans les articles scientifiques pour le paludisme en disant actuellement,
ce qu'on voit, c'est une diminution de la diminution attendue du nombre de cas par les mesures qu'on prend pour prévenir le paludisme à cause du réchauffement. Autrement dit, c'est un peu compliqué à interpréter, c'est-à-dire que la diminution du nombre de cas par la prévention marche moins bien à cause du réchauffement. Et dans les années qui viennent, l'OMS, lui, projette maintenant, avec des modèles, le fait que ça va se voir ensuite sur la mortalité avec un nombre de, je crois que l'OMS dit 60 000 morts par an de plus de paludisme à horizon des années 50. On a vu ça tout à l'heure, ça a été repris dans le rapport du GIEC. On retrouve les mêmes groupes de maladies, mais classés un peu différemment que ce que classait l'OMS tout à l'heure, donc santé mentale, événements climatiques extrêmes, la malnutrition, les maladies infectieuses, les maladies liées à la chaleur, y compris à la chaleur au travail et la qualité de l'air. Et donc, dans le rapport du GIEC 2014, c'était interprété comme ça, en 2040, avec un plus 1,5 degré, cette augmentation-là, et en 2080, cette augmentation-là. C'est vraiment une vision, mais encore une fois, c'est presque une prédiction qu'a le GIEC de qu'est-ce qui va se passer dans ces maladies-là. Et on peut l'interpréter de la façon suivante, pour dire que les plus grandes menaces qui nous attendent sont certes les maladies à vecteurs, et ce n'est pas moi qui vais dire qu'il faut s'en désintéresser, mais c'est aussi la malnutrition, les problèmes directement liés à la chaleur, les événements violents, le péril fécal. Et tout ça, ça nous dessine un monde qui est un monde qui ne va pas bien du tout. Et donc, il faut le prévenir, ce qui a été dit tout à l'heure dans la question, plutôt que le guérir. Et ça a été aussi très bien dit tout à l'heure, les accords de Paris, en ce sens, sont le plus grand accord de prévention en santé publique qui ait jamais existé. Et il faut vraiment le prendre au sérieux, y compris, si possible, en avoir des plus contraignants. Voilà pour le paysage. Ensuite, comment notre milieu, dans la recherche en santé, voit-il l'urgence à modifier ses pratiques de recherche? Alors là, je vais vous dire un peu ce que je vois, moi, autour de moi, et c'est très subjectif. Premièrement, le milieu de la recherche en santé connaît le réchauffement climatique, connaît assez bien le lien entre CO2 atmosphérique et température. Ça ne pose pas de problème. Si on parle avec les gens, ils connaissent. Ça, c'est un graphique extrait du rapport 2014 du GIEC. Par contre, il connaît peu les chiffres. C'est-à-dire, dans mon entourage, il n'y a pas une personne sur 100 qui sera capable de dire que la concentration en CO2 dans l'atmosphère a oscillé dans le million d'années précédent entre 180 et 280 ppm, et qu'on est passé brutalement en quelques dizaines d'années à 400, qui devrait être quelque chose, même quand on n'est pas climatologue, qui devrait nous faire bondir, surtout quand on sait, c'est encore le GIEC qui nous le dit, que les 400, il faut remonter à plusieurs millions d'années, voire plusieurs dizaines de millions d'années en arrière pour les retrouver. Le milieu de la recherche en santé ne connaît pas non plus du tout ce qui a trait au budget carbone. Donc le budget carbone, ça, dans la salle, j'imagine, c'est bien connu. Ça, c'est aussi, ça a été montré tout à l'heure, la relation quasi linéaire entre la quantité cumulée de CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation attendue de la température en 2100. Actuellement, le GIEC, ça c'est le rapport de début de semaine, nous dit qu'on a balancé dans l'atmosphère 2300 gigatonnes de CO2, et c'est ce qui nous a assuré un réchauffement de 1 degré, et que si on dépasse les 3000 gigatonnes, on dépassera le 1,5 degré, ce qui fait un budget restant. On peut s'autoriser à larguer encore 770 gigatonnes, pas plus, si on ne veut pas dépasser les 1,5 degré. C'est évidemment un chiffre médian, il y a plein d'autres estimations, mais il est intéressant parce qu'il donne un ordre de grandeur. Ça donne, si on le divise par 7,5 milliards d'habitants, ça donne 100 tonnes par personne. Et si on le divise dans les 30 ans qui viennent par une moyenne, ça donne 3 tonnes par personne et par an, étalé sur 33 ans. Dans notre milieu, on ne connaît pas non plus le genre de chiffre qu'il y a là-dessus, c'est-à-dire quel est le bilan carbone moyen des individus par région du monde actuellement. Actuellement, la moyenne mondiale, c'est de 6 tonnes par an. En Amérique du Nord, c'est 20. En Europe, c'est 9. En Afrique, c'est 2,5, donc c'est à peu près ça qu'il faudrait atteindre comme moyenne pour les 30 ans qui viennent si on voulait respecter le 1,5 degré, ce qui nous en dit assez long. Et l'ampleur de l'effort à accomplir est aussi très bien chiffrée. Ça, c'est quelque chose qui est extrait d'un éditorial de la revue Nature de l'année dernière qui nous disait que si on commençait à décroître en 2020, puisqu'on n'a pas encore commencé à décroître nos émissions de carbone annuelles, ça c'est sur l'axe de droite, vous avez les émissions mondiales par an qui ont dépassé les 40 gigatonnes. Si on commence à décroître en 2020,
Il faut, pour s'en débarrasser avant 2050, ce qui est l'objectif des accords de Paris, réduire de plus de 50% avant 2030. Si on change un peu le budget carbone, on arrive à réduction avant 2035, ça ne change pas grand-chose. Donc la troisième série de remarques, c'est qu'à plus de 400, avec ces chiffres-là, si tout le monde les connaissait, le bon sens voudrait qu'on arrête immédiatement toute émission. Il n'y a pas besoin d'être climatologue pour ça. La logique budget carbone est une logique de sevrage. Ce n'est pas un brevet d'innocuité de ce qu'on continue à larguer dans l'avenir, c'est qu'on est incapable de s'en passer du jour au lendemain. Donc chaque nouvelle émission est une émission de trop. Et ce sevrage ne peut être que drastique, sinon on n'est pas logique. Et on ne peut pas s'y impliquer si on n'a pas conscience des chiffres, en particulier dans les milieux professionnels. Donc si on regarde un peu qu'est-ce qui est utile pour diminuer le budget carbone, le bilan carbone, pour utiliser ce budget carbone, ce n'est pas très compliqué. Il y a ce genre de publication-là où vous avez en vert toutes les choses les plus utiles. Donc le premier, on a commenté ça dans la presse, avoir un enfant de moins, bon, ça ne concerne pas beaucoup le milieu professionnel. Se passer de voiture non plus. Par contre, le troisième, le plus utile, c'est se passer d'au moins un vol transatlantique par an, qui fait à peu près 1,5 tonne une tonne 5 de CO2. C'est des chiffres qui sont très faciles à trouver partout. On peut calculer son bilan carbone d'un vol d'avion sur plein de sites internet qui sont tous très bien. Et c'est très loin devant tout ça, les recyclages et les choses comme ça. Donc quatrième série de remarques, et là je vais être un peu direct, mais il faut être logique. Si les mots et si les chiffres ont un sens, le fait de prendre l'avion pour des motifs non essentiels est maintenant non scientifique, parce que ça veut dire qu'on ne croit pas aux chiffres qu'on a sous les yeux, qui sont quand même assez bien étayés. C'est non médical, parce que ça veut dire qu'on ne croit pas aux accords de Paris et au fait que si on ne fait pas ça, on va se payer des maladies assez compliquées dans les dizaines d'années qui viennent. C'est inéthique, parce que ça veut dire qu'on balance dans l'atmosphère du CO2 qui nos enfants vont être obligés d'aller rechercher, parce que c'est vers ça qu'on se dirige évidemment. Et c'est inexemplaire, excusez-moi pour le néologisme, je ne sais pas si, je ne crois pas que ce mot-là existe, mais enfin, c'est évident que le milieu scientifique, n'importe lequel, je parle de celui que je connais, mais devrait être le mieux placé pour donner l'exemple dans ce genre de choses-là, parce que sinon, c'est la porte ouverte. Si on fait comme si rien n'était, alors qu'on a des évidences comme ça sous les yeux, c'est la porte ouverte à la mauvaise compréhension par tout un tas de gens, en particulier qui sont eux-mêmes très séduits par les climato-sceptiques. C'est quoi les motifs non essentiels? Dans mon milieu, c'est assez simple. Hein. Moi, je peux vous dire au doigt mouillé, je travaille par exemple sur le sida, il y a 4 grandes conférences mondiales par an sur le sida, avec 10 000 personnes pour la plus grande, ça fait 15 000 tonnes balancées dans l'atmosphère. On peut se passer très facilement de 3 conférences sur 4 annuelles sur le sida mondial, c'est absolument évident. Dans les réunions internationales, on peut aussi se passer tout un tas de réunions qui sont organisées par tout un tas de gens en permanence. On n'arrête pas de voyager pour aller rencontrer des gens dans tous les pays du monde, y compris des réunions qui sont organisées par l'OMS, alors que le secrétaire général de l'ONU nous dit qu'il y a le feu à la maison, donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il faut qu'on fasse quelque chose collectivement. En pratique, ça, c'est tous les points rouges que vous avez sur cette carte. C'est des pays avec lesquels mon équipe travaille en ce moment et fait des études, en l'occurrence des essais thérapeutiques, donc est obligé presque, avec la pratique actuelle de la recherche, de se déplacer. Donc vous imaginez un peu la difficulté de notre réflexion là-dessus, mais la réflexion, elle est simple. Moi, je peux vous dire qu'on peut réorganiser la vie internationale différemment. On peut faire des pôles régionaux. Il y a maintenant des grandes équipes de recherche dans toutes les régions, y compris, bien entendu, en Afrique. On peut faire des téléconférences, on peut faire des tas de choses. On en fait déjà beaucoup, mais on peut faire beaucoup plus. Et ça peut fonctionner autrement. Simplement, si moi, je fais ça dans mon équipe maintenant, et que personne d'autre le fait, dans 3 ou 4 ans, je mets la moitié de mon équipe au chômage parce que je n'aurais pas fait ce que fait la communauté internationale. Donc il faut que ce soit évidemment une décision collective, ça ne peut pas être autrement, et il y a urgence à la faire. J'en arrive à ma conclusion, elle est simple à partir de tout ça. L'effort de réduction, il est tel qu'il doit impliquer tout le monde, donc les politiques, bien entendu, sur tout ce que vous faites au quotidien, les individus, bien entendu, mais les milieux professionnels aussi, c'est-à-dire on a trop tendance à dire c'est aux politiques d'aller changer le mix énergétique ou des choses comme ça, mais on est tous concernés par ce qu'on fait au quotidien.
mon milieu, le milieu de la recherche en santé, doit rapidement réaliser l'ampleur du problème. Il y a vraiment de la communication à faire, se mettre en ordre de bataille, participer autant à l'adaptation qu'à la prévention, ça c'est pour la remarque d'Annie Sasco tout à l'heure, et prendre des décisions collectives concernant ces pratiques, parce que si on le fait en ordre dispersé, les gens qui vont le faire vont avoir perdu, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, forcément, au bout de tout ça, et rapidement, inventer des nouvelles formes de collaboration internationale, et c'est possible, de toute évidence, même si ce n'est pas facile, mais dans un monde qui va être très différent de celui d'aujourd'hui, mais c'est très possible de s'y atteler, en tout cas. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Anglaret. Vous pouvez vous mettre à côté de moi si vous le souhaitez. Je passe la parole à Monsieur Robert Barouki,